Bonsoir. L'Égypte des pharaons, avec ses monuments démesurés, fascine autant le grand public que les scientifiques. Et parmi les plus iconiques figure la sculpture monumentale du Sphinx de Gizeh, posé en gardien des pyramides. 4500 ans après son édification, cette statue aux dimensions gigantesques n'a laissé que très peu d'informations sur les origines de sa construction. Une véritable énigme que sont en train de résoudre les égyptologues au moyen des nouvelles technologies. À l'aide d'une reconstitution en 3D hyper réaliste, vous allez pénétrer directement au cœur de ce colosse de pierre pour en explorer les moindres recoins. Vous verrez par exemple à quoi ressemblait le Sphinx avant que l'érosion ne vienne grignoter son visage et effacer ses couleurs. Vous verrez aussi quels ont été les moyens logistiques employés à l'époque pour parvenir à ériger ce personnage au corps de lion et au visage d'homme et à en exprimer toute la puissance. Au travers de cette construction inouïe, c'est toute la société égyptienne de l'époque qui s'éclaire d'un nouveau jour. Voici les secrets du Sphinx. Bonne soirée et vive la science en grand format. Le Sphinx de Gizeh. Cette statue de plus de 4500 ans est sûrement la plus emblématique du monde. L'Égypte n'avait jamais vu de sculpture aussi monumentale. Ce lion à tête d'homme intrigue les archéologues depuis des générations. Pourquoi a-t-il été édifié? Les Égyptiens pensaient que ces statues possédaient un certain pouvoir. Aujourd'hui, des technologies innovantes vont nous permettre de faire de nouvelles découvertes. Il n'y a aucune preuve tangible, aucune signature laissée sur le Sphinx, mais il y a des indices. Pour percer le mystère du Sphinx, nous allons plonger dans les entrailles de cet incroyable monument. Nous allons explorer ces temples extraordinaires et enquêter sur ces cours d'eau abandonnés pour révéler les secrets cachés au cœur de cette merveille du monde antique. Le Sphinx de Gizeh se dresse en périphérie de la ville du Caire. Il semble être le gardien des temples et des pyramides qui se trouvent sur le site. Il veille sur ces immenses monuments qui servaient de tombeaux aux grands rois d'Égypte. Nous savons à quel pharaon était destinée chaque pyramide, car les Égyptiens ont laissé de nombreux indices derrière eux. La raison d'être des pyramides est plus évidente. Ce sont de gigantesques tombeaux construits pour accueillir la dépouille des pharaons. Ce sont les textes qui nous le disent. Mais nous n'en avons pas pour le Sphinx. Alors on est obligé de s'appuyer sur le contexte plutôt que sur des hiéroglyphes. L'identité du pharaon qui a fait construire le Sphinx reste l'un des plus grands mystères de l'égyptologie. Aujourd'hui, les chercheurs utilisent de nouvelles technologies médico-légales et la dernière technologie de cartographie pour découvrir le Sphinx tel qu'ils ne l'ont jamais vu. La tête du Sphinx est plus grande que celle de la Statue de la Liberté. Elle a été taillée dans plusieurs couches de calcaire et elle s'élève à 20 mètres au-dessus du sol. Le corps du Sphinx est gigantesque. Il est aussi grand qu'un avion gros porteur. Et sous une couche de protection composée de centaines de blocs de calcaire, ses énormes pattes sont plus longues qu'un bus. Et pourtant, ce n'est pas le Sphinx, mais la cavité encaissée dans laquelle il se trouve qui renferme le plus d'indices sur l'identité de son bâtisseur. L'égyptologue Marc Lehner pense que les Égyptiens ont taillé le Sphinx à même la roche, creusant et retirant des milliers de tonnes de pierres pour façonner le corps immense de la statue. Aujourd'hui, les murs d'enceinte qui entourent le Sphinx portent encore les traces de l'excavation de ce colosse. Imaginez un peu la taille de ce chantier. L'exploitation de toute cette carrière d'où on extrayait d'énormes blocs de pierre
qui pouvait peser une centaine de tonnes. Mark pense que retrouver ces blocs de pierre permettrait de découvrir qui a construit le Sphinx. Et selon lui, ces blocs ne sont pas allés bien loin. Ces ruines qui font face au Sphinx étaient autrefois de somptueux temples, érigés par le grand pharaon Képhren. Et Mark est convaincu que c'est le même pharaon qui a bâti ces temples et le Sphinx. Je pense qu'ils ont récupéré les blocs de pierre extraits de la carrière et qu'ils s'en sont servis pour construire le temple juste en face. Afin de prouver sa théorie, Mark a besoin de preuves tangibles. Alors, il compare les différentes couches présentes sur les pierres du temple et le torse du Sphinx en espérant qu'elles correspondent. Si on regarde la base du Sphinx, son torse par exemple, on voit les mêmes strates que sur les énormes blocs de pierre du temple, avec une alternance de couches tendres et de couches dures. Ces différentes couches présentes sur les pierres des deux édifices sont des strates naturelles qui se sont formées bien avant que les Égyptiens n'arrivent au pouvoir. Il y a plus de 50 millions d'années, Gizeh était un lagon tropical grouillant de vie. Au fil du temps, des sédiments se sont déposés au fond de l'eau et ont formé plusieurs strates de calcaire distinctes. Quand le climat de la Terre a changé, l'eau s'est retirée. Elle a laissé derrière elle un grand espace dégagé avec des affleurements composés de ces différentes strates de calcaire. Mark pense qu'il y a plus de 4500 ans, les Égyptiens ont découpé ces strates pour y sculpter le Sphinx. Avec Richard Redding, spécialiste des fossiles, Mark recherche les signatures géologiques cachées dans les blocs de pierre. L'épaisseur des différentes couches et le type de fossiles qu'elles contiennent confèrent à chacune une empreinte unique. Qu'est-ce que tu vois dans cette strate jaune un peu ratatinée? Plein de fossiles. On en a pas mal ici. Tiens, là, on a une huître épineuse. Et il y a tout un tas de numulites, ces coquilles en forme de pièces de monnaie. On étudie tout. On étudie les caractéristiques de la pierre, l'ensemble des fossiles qu'elle renferme et l'épaisseur de ses strates. Ce sont tous ces éléments qui constituent son empreinte. Et c'est grâce à elle qu'on saura d'où vient cette pierre. Mark et Richard définissent le profil géologique détaillé de chaque bloc de pierre. C'est un travail de fourmi. Mais son épaisseur varie. Ça va d'environ 18-19 cm ici, OK. jusqu'à une trentaine de centimètres là. Alors il va falloir prendre plusieurs mesures et faire la moyenne pour vérifier les variations. Après des années de travail, Mark a réussi à définir l'empreinte de chaque bloc de pierre appartenant à ce temple. Pour prouver que le temple et le Sphinx ont été construits en même temps par le même pharaon, il doit faire correspondre ces pierres avec l'endroit où elles auraient été extraites, la cavité où siège le Sphinx. Mark compare d'abord l'épaisseur des strates pour voir s'il trouve une correspondance parfaite avec un des blocs du temple. Oui, 75 cm. La strate du haut, je pense qu'elle part d'ici, de cette ligne. Descends juste encore un peu. D'accord. Arrête-toi là. Si elle s'arrête là, c'est bien là? Oui? Alors on a un bon mètre. OK. Les strates de cette carrière et celles du temple semblent correspondre au niveau 3C et 4. Maintenant, il va falloir comparer les fossiles. Les strates correspondent. Mais pour en avoir le cœur net, Richard doit vérifier que les fossiles correspondent eux aussi. On a une autre huître épineuse qui correspond parfaitement à celle qu'on a trouvée dans le temple. On a aussi plein de numulites, surtout des petites. Oui, tous ces fossiles sont très similaires à ceux observés dans le temple.
Donc ça concorde. Il reste encore du travail, mais ces découvertes laissent penser que la théorie de Mark est la bonne. Les pierres qui ont servi à construire le temple proviennent bien de la carrière dans laquelle a été sculpté le sphinx. Grâce à cette approche méthodique, Mark pense pouvoir retrouver l'emplacement d'origine de chaque bloc de pierre du temple dans le fossé qui entoure le sphinx. 2 blocs issus du mur de façade du temple s'alignent parfaitement avec les blocs situés à mi-hauteur du corps du sphinx. Les couches géologiques et les fossiles qu'ils renferment sont les mêmes. D'autres blocs du temple correspondent au plancher de la cavité. Et les concordances ne sont pas terminées. Couche après couche, les blocs de pierre finissent par remplir entièrement la carrière. Ils se sont manifestement arrêtés au mur de la carrière. Mais à l'intérieur, tout ce volume, toute cette roche, a été découpée et morcelée pour obtenir des blocs de pierre qui ont servi à construire le temple juste en face. Mais ils ont conservé le cœur de la roche pour créer le sphinx, un peu comme le bloc de marbre dans lequel Michel-Ange a sculpté son David. Imaginez, le sphinx devait à moitié émerger du sol, taillé à même la roche. Il est apparu progressivement comme s'il sortait de terre. Tous les fermiers et les villageois qui avaient été appelés à travailler sur le chantier et qui venaient de toute l'Égypte n'avaient jamais rien vu de pareil. Ça devait être un véritable péplum. Il faut voir le sphinx, le temple et cette série de constructions comme des indices indispensables pour comprendre la création de certains des plus grands monuments du monde, ici, à Gizeh. Identifier la source des blocs de pierre permet d'avoir la preuve irréfutable de l'identité du pharaon qui a construit le sphinx. C'est Képhren qui a fait bâtir le temple. Donc c'est forcément lui qui a fait ériger le sphinx, puisqu'ils font partie du même chantier. Inspiré par les pyramides colossales de ses prédécesseurs, Képhren voulait sans doute faire encore mieux. Alors, il a non seulement bâti une énorme pyramide, mais aussi une statue gigantesque qui, selon les historiens, représente son propre visage. Mais pourquoi le pharaon Képhren a-t-il décidé de doter sa statue d'un immense corps de lion? De nouvelles technologies pourraient bientôt révéler une vérité époustouflante. Le sphinx de Gizeh. La taille et l'ambition de cette sculpture antique restent inégalées. On n'avait jamais rien vu de pareil en Égypte. Aucune statue de cette taille, de cette ampleur, n'avait jamais été construite. Les maçons égyptiens ont façonné le sphinx dans la roche calcaire vers 2500 ans avant notre ère, sans doute en l'honneur du grand pharaon Képhren. Les historiens pensent que le visage humain du sphinx est le portrait du pharaon lui-même. Mais au fil des siècles, le vent du désert a peu à peu effacé les traits de son visage, ne laissant que quelques indices sur l'apparence qu'il avait à l'origine. Les entailles profondes sur son visage ont été faites au burin par des vandales qui ont détruit son nez. Si on se base sur d'autres statues de la même période, voilà à quoi il devait ressembler. Des fragments de pierre retrouvés entre ses pattes suggèrent que le sphinx avait une barbe. Des traces de peinture derrière ses oreilles pourraient signifier qu'il portait un maquillage épais. Et ce qui ressemble à des cheveux était en fait une coiffe royale qui encadrait le visage immortel du dieu roi Képhren. Mais une grande question reste sans réponse. Pourquoi Képhren a-t-il posé son visage sur le corps d'un lion? Le monde antique n'avait encore jamais vu d'hybride homme-animal de ce genre-là. En général, les statues de l'Égypte antique ont le corps d'un homme et la tête d'un animal. C'est l'inverse pour le sphinx, où on a la tête du pharaon Képhren sur le corps d'un lion.
L'égyptologue Lydia McKnight pense que les félins avaient une signification religieuse particulière pour les Égyptiens. Selon elle, Képhren a peut-être pris le corps d'un lion pour impressionner son peuple qui vénérait les chats. Lydia recherche la preuve de cette obsession pour les chats dans de petites momies, comme celle-ci, retrouvées dans des fouilles égyptiennes. On a emprunté cet animal momifié au musée de Manchester parce qu'on pense qu'il s'agit d'un chat. Aujourd'hui, Lydia veut confirmer que ce petit animal est bien un chat et elle veut déterminer la cause de sa mort. Elle cherche à savoir s'il est décédé de cause naturelle ou s'il a été tué. On l'a amené ici pour procéder à un examen radiologique non invasif, comme ceux qu'on pratique sur des patients humains. Ça va nous permettre de voir à l'intérieur sans détruire la momie. La seule façon de découvrir l'intérieur de cette momie inestimable sans la détruire est d'utiliser une technique d'imagerie médicale de pointe, la tomodensitométrie. Cette technique consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus en prenant des milliers de photos de la momie sous différents angles. Puis ces photos sont combinées par traitement informatique afin de reconstruire des images en 3D. D'abord, Lydia doit vérifier qu'il s'agit bien d'un chat. Elle recherche les signes caractéristiques d'un squelette de félin. En général, on identifie les chats grâce à la forme de leur crâne, à leur dentition et aux os de leurs pattes. Là, on voit 4 membres dans une position tout à fait habituelle. Le crâne de cet animal est très abîmé, mais ses pattes sont intactes et repliées sous son corps. Ici, on voit bien l'extrémité de ses pattes. C'est l'une des pattes avant. Oui, on a bien un squelette complet de chat sous les yeux. Lydia cherche maintenant des lignes horizontales dans la partie supérieure des os de ses pattes pour savoir à quel âge le chat est mort. Ces lignes sont des cartilages de conjugaison. Ils n'existent que chez les jeunes animaux en pleine croissance. Ici, la présence de ces cartilages ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Ce n'était qu'un chaton quand il est mort. Le fait que ce chaton soit mort de façon aussi précoce semble indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un animal de compagnie. C'était un animal élevé en captivité, destiné à être tué puis momifié en guise d'offrande au dieu des chats. On estime à environ 10 millions le nombre de chats momifiés en l'espace de 1000 ans. C'était une véritable industrie. Toutes les momies que Lydia radiographie n'ont pas une histoire aussi terrible. Elle va en examiner une deuxième. Celle-ci ressemble beaucoup plus aux autres momies de chats qu'on a déjà étudiées. Elle a un aspect moins sinistre. Mais les images de cette momie vont s'avérer surprenantes. C'est moi ou il n'y a aucun os à l'intérieur? De l'extérieur, cette momie ressemble peut-être à un chat. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun squelette. Parfois, les momies qu'on radiographie ne renferment aucune dépouille. Elles contiennent autre chose qui n'est pas d'origine animale. C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'animaux pour satisfaire la demande. Lydia découvre qu'environ un tiers des momies qu'ils ont radiographiées ne contient aucune carcasse. La personne qui les donnait s'en fichait, tant que de l'extérieur, ça ressemblait à des chats momifiés. Les Égyptiens pensaient que les chats étaient leur lien avec les dieux. Alors, en posant son visage sur le corps d'un lion, Képhren a dû gagner beaucoup de partisans. Mais Lydia pense que pour le pharaon, cela allait bien au-delà du simple désir d'être populaire. En se représentant avec le corps d'un lion, le pharaon sous-entend qu'il est comme un dieu sur terre, qu'il possède des pouvoirs divins tout en conservant une forme humaine. Képhren voulait-il être considéré comme un dieu? Est-ce pour cela qu'il s'est représenté sous la forme d'un des animaux les plus sacrés d'Égypte? Képhren voulait montrer la puissance et la domination qu'il exerçait, non seulement sur le site où sa statue était érigée,
mais aussi sur le peuple égyptien dans son ensemble. Pour impressionner ses sujets, Képhren a ordonné la construction de la plus grande statue jamais édifiée en Égypte. Le problème, c'est que les Égyptiens n'avaient jamais sculpté d'animal de cette taille. Pour y parvenir, Marc pense que les artisans ont dû apprendre à exploiter les couches naturelles de la roche. On a étudié les strates de la carrière d'où les blocs de pierre ont été extraits. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Égyptiens étaient de bons géologues. Ils ont utilisé la géologie et les strates à leur avantage. D'après les recherches de Marc, les Égyptiens ont martelé le sol pour créer de profonds sillons dans le plancher rocheux afin de mettre au jour les différentes couches de calcaire. Puis, ils ont inséré des coins en bois entre les couches pour les séparer et obtenir de parfaits blocs de pierre de construction. En creusant la roche, ils ont dégrossi le sphinx et recyclé les chutes pour construire les temples. Et pour finir, une armée d'artisans s'est munie de burins en cuivre pour détailler le visage du pharaon et le corps du lion. Dans beaucoup de cultures, le lion est considéré comme le roi des animaux. Alors associer une tête humaine et un corps de lion symbolise la puissance et le pouvoir suprême. Sauf qu'ici, l'animal est contrôlé par l'intelligence humaine, celle du pharaon lui-même. Le sphinx a-t-il été simplement bâti pour inspirer le respect et la dévotion chez les sujets du roi? Ou a-t-il été conçu dans un but bien plus grand? Certains historiens pensent que le sphinx a peut-être fait partie d'une machine surnaturelle, une machine capable de ressusciter les morts. Le sphinx de Gizeh, une statue égyptienne âgée de plus de 4500 ans. Ce gigantesque animal en pierre a sûrement été construit pour impressionner les Égyptiens, qui vouaient un véritable culte au chat. Mais l'égyptologue Marc Lehner soupçonne le sphinx de faire partie de quelque chose de plus mystérieux, l'essor d'un nouveau culte étrange. Et il pense en trouver la preuve dans le temple situé en face du sphinx. Le temple du sphinx reste un mystère, parce qu'il a été entièrement dépouillé de son revêtement extérieur. Tout a disparu. Les parements des murs, les piliers, tout ce qui pouvait porter une inscription qui aurait pu nous éclairer sur la fonction de ce temple. Même si le temple a été vandalisé et pillé, il reste assez d'indices pour pouvoir imaginer à quoi il ressemblait il y a 4500 ans. La façade était composée de magnifiques blocs de granit originaires d'Assouan. Dans les couloirs se dressaient 24 énormes piliers qui marquaient les heures du jour. Au cœur du temple, on trouvait deux sanctuaires, l'un orienté vers l'est et l'autre vers l'ouest, et une cour étincelante avec un sol en albâtre, entouré de 10 mystérieuses statues. Quelle était la fonction de ce temple? Le temple est légèrement décalé sur la gauche par rapport au sphinx. Marc pense que ce n'est pas une erreur, que c'était délibéré. Serait-ce la clé pour percer les secrets de ces ruines? Ce qui est curieux, c'est que l'axe du temple n'est pas aligné sur celui du sphinx. Le sphinx a été placé plus au nord, et l'axe du temple passe à côté, vers l'ouest. Une autre particularité concernant l'agencement du temple pourrait expliquer sur quoi les Égyptiens ont aligné son axe. Ces deux sanctuaires en forme d'alcôve ou de petites niches définissent l'axe du temple. On est forcé de penser que le sanctuaire à l'est est orienté vers le soleil levant et celui à l'ouest vers le soleil couchant. Marc est convaincu que ce n'est pas un hasard
et que les bâtisseurs égyptiens ont délibérément pointé l'axe du temple vers l'endroit précis où le soleil se couche à une certaine période de l'année. Le temple du Sphinx est orienté de façon à être aligné avec le lever et le coucher du soleil au moment des équinoxes. Le jour de l'équinoxe, lorsque le soleil se couche, il passe juste derrière l'épaule du Sphinx et le versant sud de la pyramide de Képhren. L'ombre de la pyramide et celle du Sphinx se mélangent alors pour constituer une seule et même silhouette. Képhren et ses bâtisseurs ont essayé d'exploiter la puissance du soleil en espérant qu'à la mort du pharaon, cet alignement lui permettrait de ressusciter. Ils comptaient sur le cycle éternel du soleil pour que lui aussi puisse s'éveiller dans l'au-delà. Marc pense que le temple faisait partie d'un nouveau culte en Égypte. Un culte qui vénérait le soleil et le considérait comme une divinité centrale. Cette idéologie a dominé la religion égyptienne pendant les 2000 années qui ont suivi. Pour confirmer sa théorie, Marc demande à Richard Redding de l'aider à tracer au sol l'axe du temple. L'axe central du temple est à peu près là. Ok, reste là. Il va tenter de reproduire la vue que les sujets de Képhren avaient depuis le temple au milieu du 3e millénaire avant notre ère. Voilà, c'est bon. Maintenant, viens voir. Si tu regardes vers l'ouest, tu verras l'alignement voulu par les bâtisseurs de l'Antiquité au moment des équinoxes. Regarde-moi cette vue. C'est parfait. L'axe passe pile au niveau de l'épaule du Sphinx. Et du versant sud de la pyramide. C'est exactement là où le soleil se couche à l'équinoxe. Ça prouve que c'est le plus ancien temple égyptien dédié au culte du soleil. Sa conception et sa décoration montrent là encore à quel point ce temple était important. À l'époque de Képhren, les murs du temple étaient parés de granit rouge, aussi ajustés que des carreaux de salle de bain et bien polis. Le sol était recouvert d'albâtre blanc, lui aussi poli. Des statues colossales entouraient la cour centrale. Elles avaient sûrement été sculptées dans une sorte de granit foncé. Au final, on avait du blanc par terre, du noir autour et du rouge sur les murs. Ce temple était énorme, simple, mais élégant. Marc pense également que l'emplacement précis du temple du Sphinx lui permettait d'exploiter la puissance d'un autre phénomène solaire. Selon lui, quand les Égyptiens se postaient devant le temple pour célébrer le jour le plus long de l'année, ils pouvaient observer un autre effet visuel étonnant. Lors du solstice d'été, le soleil se couche pile entre les deux pyramides et forme un ancien hiéroglyphe qui représente le cycle éternel de la Renaissance. Avec cette architecture monumentale, ils essayaient de s'approprier la puissance du soleil. Pourquoi? Parce que les Égyptiens pensaient que le roi était le fils du soleil. Et le pharaon avait besoin de la puissance du soleil pour régner sur toute l'Égypte et ses habitants. En construisant le Sphinx et les temples, Képhren a changé le visage de l'Égypte. Il a aidé son pays à entrer dans une ère nouvelle, marquée par le culte du soleil, une ère qui a duré plus de 2 millénaires. C'est fou que les Égyptiens de la 4e dynastie aient réussi à aligner tous ces gigantesques monuments. Les temples, le Sphinx, les pyramides. Même si les chercheurs sont parvenus à élucider le mystère des temples, d'autres éléments liés au Sphinx sont plus difficiles à expliquer. Derrière les temples se trouvent 2 chemins en pierre qui ressemblent étrangement à la cale de construction d'un port. Que fait cette structure maritime en plein milieu du désert?
Le sphinx de Gizeh et ses temples font partie d'un immense complexe funéraire qui s'étend sur plus de 200 hectares. Ce complexe antique descend en pente douce vers le sphinx, où il s'arrête brusquement sur 2 mystérieux chemins en pierre. Des rampes antiques similaires à celles-ci ont été retrouvées dans de vieux ports égyptiens. Mais que font ces rampes à 8 km du port le plus proche? Les égyptologues pensent que la clé de ce mystère est cachée dans une étrange couche de boue située profondément sous les rampes. Quand on dégage le sable de ces structures en pierre, on se rend compte qu'elles font plus de 30 mètres de longueur. Elles aussi descendent en pente douce en suivant l'inclinaison du terrain. Mais au bout des rampes, la nature du terrain change. Cachée sous le sable se trouve une mystérieuse couche de boue noire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs autour des temples. Cela indique qu'autrefois, ces rampes avaient une fonction bien particulière qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Les égyptologues pensent que cette boue noire retrouvée sous le site du Sphinx pourrait être la preuve que ces rampes faisaient partie d'un port artificiel. Ce port était alimenté en eau du Nil, situé à moins de 3 km à l'est. La question est, jusqu'où vont ces rampes? Où mènent-elles? L'une des réponses les plus plausibles, c'est qu'elles menaient à un port. Aujourd'hui, Richard Redding est en mission sur le Nil. Il est à la recherche de la boue noire, celle-là même qui s'est retrouvée sous le site du Sphinx. Il pense que cette boue est transportée par l'eau en mouvement, puis qu'elle se dépose au fond quand l'eau stagne. On va explorer les parties calmes du Nil et essayer de trouver le limon là où il se dépose naturellement. Le processus de formation du limon devrait y être très similaire à celui qui s'est déroulé au fond de ce port. Richard se dirige vers une zone calme du Nil pour tester sa théorie. On va aller dans ces eaux peu profondes pour essayer de prélever des échantillons de vase sur le lit du fleuve. L'eau est plutôt calme là-bas, ça ne bouge pas beaucoup. Pour prélever des échantillons de boue au fond du fleuve, Richard va utiliser une foreuse à main. C'est presque exactement ce à quoi je m'attendais. Du bon limon du Nil provenant d'un endroit calme. Vous voyez sa couleur et sa consistance? Ce type de vase est propre au Nil, car il jaillit d'un endroit bien particulier, à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans les montagnes éthiopiennes. Le limon provient des hauts plateaux éthiopiens. Il est noir parce qu'il est riche en minéraux d'origine volcanique. C'est exactement le genre de vase que je m'attendais à trouver. Pour Richard, la présence de cette boue du Nil sous le site du Sphinx prouve que les Égyptiens y ont bien construit un port. L'eau entrait dans ce port qui formait un cul-de-sac, une impasse. Elle montait et puis elle s'arrêtait. Et quand elle redevenait calme, toute la boue qu'elle avait charriée se déposait au fond du port et y créait une couche de vase. Richard pense que ce limon a été en grande partie charrié ici lorsque le fleuve était en crue et que son débit était élevé. Mais les crues annuelles du Nil n'ont plus lieu depuis que l'immense barrage d'Assouan a été construit pour réguler le flux du fleuve. Le barrage régule également la quantité de limon qui arrive ici. Même si aujourd'hui il y a beaucoup moins de limon dans le Nil, Richard veut savoir si une eau en crue aurait pu transporter une aussi grande quantité de sédiments dans le port de Gizeh. Je suis en train de créer un mini-fleuve en crue. Il secoue le mélange eau plus boue pour reproduire l'énergie d'un fleuve à fort débit. L'eau qui tourbillonne semble réussir à transporter des lourdes particules de limon. Toutes les particules sont en suspension. Maintenant, je vais laisser le mélange de côté pour voir combien de temps ça va prendre. Vous voyez, l'eau continue de bouger,
il y a encore du mouvement, et les particules aussi continuent de tournoyer. Richard pense que les particules en suspension finiront par se déposer au fond de la fiole quand l'eau perdra son énergie et s'arrêtera de tourbillonner, à l'image du limon en suspension dans le Nil quand il est arrivé dans le port de Gizeh. L'eau cesse progressivement de bouger, elle devient de plus en plus calme, et on voit que les particules de limon et d'argile commencent à se déposer au fond. Là, c'est le limon. L'argile est encore en suspension. Mais elle a déjà commencé à se déposer au fond parce que le bas de la fiole est beaucoup plus foncé que le haut. Le test montre qu'un fleuve en crue aurait très bien pu transporter ces grandes quantités de limon avant qu'elles ne finissent par se déposer au fond du port de Gizeh. Richard cherche une autre preuve montrant que la vase trouvée sur le site du Sphinx a bien été déposée là par les eaux du Nil il y a des milliers d'années. On dirait des mélanoïdes. Ce sont des escargots que je connais bien. Ils ne vivent qu'en eau douce. Et on a trouvé cette même espèce d'escargot dans les échantillons prélevés sur le site du Sphinx. Ces escargots confirment qu'il fut une époque où les eaux du Nil coulaient jusqu'aux portes du temple du Sphinx. Richard en est convaincu. Mais pourquoi les Égyptiens se sont-ils donné tant de mal pour construire cet immense port artificiel? Selon une théorie, les rampes ne seraient qu'une partie d'un gigantesque complexe en front de mer qui permettait de fournir des produits et des matériaux à l'ensemble du chantier de Gizeh. Des bateaux apportaient des blocs de granit pour décorer les pyramides, du bois pour les constructions et du bétail pour nourrir l'armée d'ouvriers qui vivaient sur le plateau. Et quand le pharaon Képhren est décédé, le cercueil en bois contenant sa dépouille a traversé ces eaux avant que la cérémonie d'inhumation ne commence. Les Égyptiens pensaient que ce port divin permettait aux dieux de visiter sur leurs barques célestes les temples sacrés des pharaons décédés. Ils n'auraient pas pu construire le site de Gizeh sans avoir accès à un cours d'eau. Ça aurait été impossible de transporter ces immenses blocs de pierre jusqu'aux pyramides ou d'acheminer le granit rouge d'Assouan jusqu'au temple sans voie navigable. Tous ces matériaux devaient être transportés par bateau et non par voie terrestre. Alors il était primordial de disposer d'un transport fluvial, d'un réseau de voies navigables et d'infrastructures adaptées. Autrefois, le gardien en pierre pouvait observer le port animé de Gizeh. Aujourd'hui, le visage de Képhren est en ruine. Cela pourrait être dû à l'érosion, mais bizarrement, le Sphinx semble vieillir plus vite que les pyramides qui l'entourent. Pourquoi? Et combien de temps reste-t-il aux historiens avant qu'il n'y ait plus rien à étudier? Le Sphinx observe l'Égypte d'aujourd'hui. Il a assisté à la naissance de l'Afrique moderne. Il a vu le Caire s'étendre. Il est devenu l'un des sites touristiques les plus visités au monde. Le Sphinx a été en réfection presque toute sa vie. Il est rongé par un mal mystérieux qui accélère son érosion. Un mal qui ne semble pas toucher les pyramides avoisinantes. Depuis 3000 ans, des pierres vouées à protéger le corps du Sphinx sont ajoutées, restaurées et remplacées, que ce soit par les Égyptiens de l'Antiquité, les Romains ou les archéologues d'aujourd'hui. Dans les années 1920, des ingénieurs français ont réparé une énorme fissure qui se trouvait sur son dos. Ils ont bouché un trou situé sur le sommet de son crâne, et pour éviter qu'il ne perde la tête, ils ont renforcé son cou à l'aide de ciment. Sauver le Sphinx est une lutte contre le temps qui passe, et elle est loin d'être terminée. Pourquoi le Sphinx s'érode-t-il aussi rapidement, contrairement à ses voisines les pyramides? Marc et Richard veulent comprendre. Et ce n'est pas récent, c'est là depuis 450 ans. Ils ne peuvent pas examiner le corps du monument, car il a été en grande partie recouvert d'une couche protectrice de roches calcaires, d'argile et de pierres naturelles.
Mais sur l'un des murs de la carrière qui entoure le sphinx, Marc et Richard découvrent les traces d'un type d'érosion très particulier qui attaque le calcaire. Il faut garder à l'esprit que l'érosion qui touche le mur de la carrière est exactement la même que celle qui affecte le corps du sphinx. Tu vois tous ces fragments? C'est la roche qui se désagrège. Oui, il y a des fragments, mais aussi de gros morceaux qui se détachent. Richard, le géologue, pense que l'eau transporte le sel jusqu'à la surface de la roche, où il fait de gros dégâts. Le sel s'insinue dans chaque pore, chaque fissure, où il se cristallise. Et en s'élargissant, les cristaux cassent la roche qui s'effrite. Dans ce pays, il peut se passer des mois sans pleuvoir. Alors, d'où vient cette eau? Et pourquoi n'affecte-t-elle pas les pyramides de la même façon? Le sphinx a été sculpté dans le sol rocheux, ce qui signifie qu'il est plus bas d'une trentaine de mètres par rapport aux pyramides. Sa base est donc plus près de la nappe phréatique située juste en dessous, ce qui l'expose aux infiltrations. Le calcaire poreux du corps du sphinx absorbe ce liquide comme une éponge. Et quand il arrive à la surface, il désagrège la roche. En outre, contrairement aux pyramides, le sphinx est directement relié à la roche qui se trouve en dessous. Le sphinx n'est pas une statue indépendante ni un temple construit avec différents blocs de pierre. Le sphinx fait littéralement partie de son environnement, c'est une pierre vivante. Et tous les processus naturels qui affectent ce mur affectent aussi la statue. Sculpter le sphinx directement dans le sol calcaire a permis d'en faire une statue colossale. Mais c'est ce qui pourrait bien également causer sa perte. L'érosion du sphinx a commencé dès sa construction. Mais depuis quelques années, elle s'accélère. Les activités humaines si proches du plateau de Gizeh pourraient-elles en être la cause? La construction d'une station d'épuration, de routes et de ponts tout autour du site a perturbé le mouvement naturel de l'eau souterraine et a fait monter le niveau de la nappe phréatique. L'une des solutions pour mettre un terme aux infiltrations serait de déplacer le sphinx. Mais le monument pèse des milliers de tonnes et il est bien trop fragile. Alors, en attendant, les ingénieurs appliquent sur la statue du calcaire spécial appelé consolidant pour essayer de freiner l'érosion. Ils viennent ici régulièrement pour essayer d'enrayer le processus et conserver la forme du sphinx. Mais pour les restaurateurs, protéger le sphinx est une course contre la montre, avant que ces pierres antiques ne se désagrègent dans le désert. Le sphinx et ses temples ont sûrement été conçus pour garder la mémoire du pharaon vivante à travers des rituels religieux basés sur le culte du soleil. Mais certaines parties du complexe semblent incomplètes. De nouveaux indices laissent penser que la grande machine dédiée à la résurrection de Khéphren n'a jamais été mise en marche. Le sphinx de Gizeh et ses temples livrent peu à peu leurs secrets. Les Égyptiens ont construit ces structures monumentales pour le grand pharaon Khéphren, afin qu'il soit certain d'être vénéré après sa mort. Mais il y a un problème. Certaines parties du complexe autour du sphinx semblent incomplètes. Ce mur montre qu'ils n'ont jamais fini le travail. Pour le sphinx et le temple. L'égyptologue Marc Lehner soupçonne les ouvriers qui travaillaient sur ce mur d'avoir abandonné leur poste. Vu d'en haut, le mur situé à gauche du sphinx est bien plat et bien droit, alors que le mur de droite présente des protubérances suspectes. On a ces énormes rebords qui ressortent.
C'est exactement là qu'ils se sont arrêtés. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment terminé le fossé dans lequel siège le Sphinx. Marc et son collègue Richard partent à la recherche d'indices prouvant que les ouvriers avaient commencé à tailler cette partie du mur. Je pense qu'un des ouvriers avait son poste de travail ici. Il s'accroupissait là et il martelait la roche avec un maillet ou une masse. Et parfois, il devait utiliser un burin. Richard, le géologue, pense que ce type de roche devait être difficile à tailler proprement pour en faire des blocs de pierre de construction. Cette pierre est beaucoup plus dure. C'est une roche à grains fins. Elle devait être plus difficile à travailler. Les Égyptiens savaient qu'ils n'arriveraient pas à découper de gros blocs de pierre là-dedans. Alors ils ont sûrement dit aux ouvriers de les tailler grossièrement. Oui. En déblayant la zone, Marc et Richard trouvent la preuve que cette paroi avait commencé à être dégrossie avant d'être abandonnée. Ces 3 sillons découpés dans la roche ont sûrement été travaillés au burin par des ouvriers, une technique qui permet de dégager la pierre plus facilement. On voit qu'il a sûrement creusé ces sillons avec une pioche en laissant ces bosses qu'il avait sans doute prévu de marteler avec une masse bien lourde. Il devait y avoir une trentaine d'ouvriers ici. Chacun à son poste de travail, à creuser la roche avec leur pioche et à marteler les bosses avec leur masse pour obtenir un mur bien droit. Ça devait être un sacré spectacle. Mais Marc est convaincu que ces ouvriers sont partis en laissant le travail inachevé. Pourquoi ? À mon avis, s'ils n'ont pas fini le travail, c'est sûrement parce que Képhren est mort, qu'un nouveau roi est monté sur le trône et qu'il a fallu commencer tout de suite à travailler sur sa pyramide. La machine capable de ressusciter Képhren grâce au Sphinx et au temple n'a jamais été terminée. Les pharaons ont continué à construire à Gizeh pendant encore 350 ans, jusqu'à ce que le site soit complètement abandonné. Les chercheurs pensent qu'une catastrophe naturelle a poussé les Égyptiens à quitter Gizeh. Le Nil a changé son cours. Lorsque les eaux fertiles du Nil ont dérivé vers l'est, le plateau de Gizeh s'est asséché et le Sphinx s'est retrouvé ensablé. Sans personne pour le garder, le site sacré s'est lui retrouvé à la merci des pillards, qui l'ont complètement dépouillé. Les statues et les pierres ont été perdues à jamais. Complètement enfoui dans le sable du désert, le Sphinx aurait pu lui aussi être perdu à jamais. Mais Marc pense que des années plus tard, de nouvelles générations de pharaons ont redécouvert et remanié le site. Marc en a trouvé la preuve sur une stèle gravée un millénaire après la mort de Képhren par le pharaon Thoutmôsis IV. Il est clair que cette stèle a été gravée pour Thoutmôsis. On n'y parle que de lui, son nom est écrit partout. Marc va déchiffrer les hiéroglyphes pour nous conter l'histoire de Thoutmôsis, un prince originaire de Memphis venu à Gizeh pour chasser. Thoutmôsis se reposa à l'ombre de la tête du Sphinx qui lui apparut en rêve. Il lui dit « Thoutmôsis, mon fils, regarde comme le sable a englouti mon corps. Ôte tout ce sable et je ferai de toi le roi de la haute et de la basse Égypte. » Il semble que le Sphinx ait tenu sa promesse. Thoutmôsis est devenu roi d'Égypte alors qu'il n'était pas censé monter sur le trône. Thoutmôsis a placé sa stèle ici, entre les pattes du Sphinx, la première année de son règne. Et puis d'autres rois ont fait pareil. Le Sphinx est devenu une sorte de Vatican, le lieu où on venait pour être sacré roi par les dieux, où on se réclamait le descendant de l'antique dieu Soleil et l'ancêtre de tous les pharaons et de tous ceux qui montaient sur le trône. Ces hiéroglyphes, gravés dans le granit, racontent aussi une autre histoire, celle de ce qui pourrait bien être le premier désensablement du Sphinx, alors qu'il avait dans les 1200 ans. Cette stèle reste en partie mystérieuse, car certains des hiéroglyphes se sont effacés avec le temps, laissant l'histoire inachevée. Malheureusement, l'histoire du tout premier désensablement du Sphinx s'arrête pile poil au moment où Thoutmôsis dit
Je vais le faire. Mais les preuves montrent que c'est bien Thoutmôsis IV qui a fait désensabler le Sphinx, qui a fait construire d'énormes murs d'enceinte en briques de terre pour le protéger du sable, et qui a restauré son image de Dieu Soleil dans le nouveau royaume. Thoutmôsis est le premier à avoir essayé de restaurer le Sphinx. Mais d'autres pharaons l'ont eux aussi entretenu et réparé comme ils le pouvaient. On sait que le Sphinx a continué à être entretenu pendant 2 millénaires, jusqu'à l'époque romaine et la fin de l'Antiquité. À la mort de Thoutmôsis, vers 1390 avant notre ère, le Sphinx était devenu bien plus qu'un monument dédié au défunt roi Khéphren. Construit pour idolâtrer un pharaon, c'est devenu le symbole d'un roi qui a inspiré une nouvelle statuaire. Cette image emblématique, qui combine la tête d'un pharaon et le corps d'un lion, a été reproduite des centaines de fois à travers les différentes dynasties d'Égypte. L'héritage du Sphinx s'est perpétué bien plus longtemps que Khéphren aurait pu l'imaginer. Depuis plus de 45 siècles, le Sphinx protège les antiques pyramides de Gizeh. Aucune sculpture, aucune statue, aucune œuvre d'art de cette taille n'avait jamais existé auparavant. Et il n'en a pas existé d'autres pendant au moins un millénaire. Le Sphinx de Gizeh reste l'un des monuments les plus emblématiques et mystérieux au monde. Les chercheurs qui travaillent sur ce gigantesque félin à tête humaine parviennent progressivement à percer ses secrets. De son visage défiguré à ses temples en ruine, ils comprennent de mieux en mieux cette sculpture monumentale et le roi qui en est à l'origine.